Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonne année. Qu'elle soit pleine de bonnes choses pour chacune et chacun d'entre nous. Bienvenue pour un nouveau cycle de cours. Avant que j'oublie, si le cœur vous en dit, j'organise aussi cette année un cycle de conférences dans le cadre de l'initiative du Collège de France Agir pour l'éducation. C'est à peu près tous les mois. Ce sera donné par différents intervenants. Mais il se trouve que ce vendredi qui vient, là, ce sera moi qui donnerai la première. Un petit peu d'introduction à ce cycle. C'est des conférences courtes d'une heure, le vendredi à 17h30. Parce que personne n'a rien à faire le vendredi à 17h30, à part parler d'éducation dans cette enceinte. Le principe du cycle de cours de mon cours habituel, disons, est très similaire à celui de l'an dernier pour celles et ceux qui étaient déjà venus, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de thème spécifique. On va parler de problèmes divers qui affectent les plus pauvres du monde, thème par thème. Donc le thème global, donc c'est toujours évidemment la grande pauvreté, les programmes pour essayer de l'améliorer et l'évaluation de ces programmes. Donc aujourd'hui, je vais commencer par parler de risques, des risques auxquels les personnes pauvres font face et des manières qu'ils ont ou qu'elles ont de se protéger et les limites, bien sûr, de ces différentes manières. Pour nous accompagner, toujours nos petits caractères de la série de livres pour enfants dont j'ai publié 5 livres l'année dernière et 5 livres cette année scolaire en septembre. Le premier de cette nouvelle série, non, ce n'est pas le premier de cette nouvelle série, parmi cette nouvelle série, et le premier pour nous accompagner aujourd'hui, est un livre qui s'appelle Imai, qui parle d'un accident qui arrive à la famille d'Imai. Ils habitent sur une île, dans un lac, et il y a une inondation qui emmène leur maison et leur bateau, qui est leur principal outil. Alors pourquoi j'ai voulu parler de risque et concentrer tout un livre sur cette question du risque? Dans le cours de cette leçon, on va discuter de ce qui arrive à Imai, comment il est protégé ou pas. J'ai voulu consacrer un album à ce risque parce que les pauvres, la pauvreté mettent en danger. La vie des plus pauvres du monde, c'est vrai aussi à l'intérieur de chaque pays. C'est vrai pour les pauvres français qui vivent dans des situations plus risquées que les moins pauvres. Et c'est particulièrement vrai pour ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté. Donc la vie des plus pauvres est particulièrement risquée. Le changement climatique empire ces risques. Et on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les différentes stratégies que les pauvres emploient pour faire face à ce risque. Alors commençons par un petit peu une description de cette vie risquée des plus pauvres. D'abord, plus les gens sont pauvres, moins il y a de chances qu'ils aient un emploi salarié. Les pauvres sont plus souvent à leur compte, que ce soit dans des activités informelles, un petit business informel, une échoppe, un atelier, etc., ou bien sûr une ferme. Donc les plus pauvres sont souvent à leur compte. S'ils ne sont pas à leur compte, ils sont souvent travailleurs journaliers, donc où ni jour par jour, ni la possibilité d'un emploi, ni le salaire qui est affecté à cet emploi ne sont garantis. Et du coup, leurs revenus fluctuent avec la météo, que ce soit leurs champs ou les champs de quelqu'un d'autre qui pourrait les employer. Les circonstances déterminent si les récoltes sont bonnes ou pas. Les prix des matières premières et aussi des intrants pour eux. Les conditions macroéconomiques qui fait que, par exemple, il y a de la demande dans le secteur de la construction ou pas, etc., etc. On peut voir, par exemple, donc même pour les gens qui sont salariés, pas à leur compte, que plus le PIB d'un pays est faible, plus la volatilité des salaires, c'est-à-dire la variation des salaires, est forte. On voit cette relation très très forte entre la volatilité des salaires et le PIB.
Les pauvres aussi, une plus grosse partie de leur budget est fait de dépenses alimentaires. Évidemment, quelque chose auquel nous sommes tous familiers, c'est ce qui s'est passé en particulier après la crise du Covid, suivie par la guerre en Ukraine, une très forte augmentation des prix alimentaires qui a particulièrement touché les plus pauvres. Vous voyez l'index des prix alimentaires explosé entre 2020 à 2021 à 2022 et résultat quasiment direct, l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire le nombre de gens qui déclarent devoir rater un repas par jour, par exemple, augmentant aussi de manière extrêmement rapide après la pandémie. Donc ils ont une sensibilité plus forte parce que leur budget est fait en plus large part d'alimentation. Ils ont une sensibilité plus forte à des prix qui sont volatiles et aux chocs macroéconomiques, comme la volatilité des prix alimentaires. Donc ça, c'était le premier point. En général, ça, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, que plus on est riche, plus on est protégé par un salaire qui est mensuel, par une protection sociale qui est plus forte, etc. Et plus on est pauvre, moins on l'est. Par ailleurs, le changement climatique, qui est non seulement conduit à une augmentation générale des températures, mais à une variabilité plus grande des conditions météorologiques autour de cette moyenne, et en plus à plus de catastrophes climatiques, inondations, sécheresses, etc. Donc aujourd'hui, dans les pays pauvres, il y a 8 fois plus de catastrophes naturelles qu'il y en avait dans les années 80. Donc prenez un même pays, le nombre de catastrophes naturelles s'est multiplié par 8 dans une année donnée. Et le secteur agricole est particulièrement touché, évidemment, par le changement climatique, puisqu'il est directement, les plantes qui poussent et les humains qui les produisent sont directement affectés par l'augmentation des températures et la variabilité, que ce soit la sécheresse ou les inondations. Donc ce que vous voyez ici, c'est les coûts du climat estimés, évidemment, les coûts du changement climatique estimés jusqu'à 2100. C'est des estimations qui sont faites par l'Université de Chicago, qui simulent en fait les modèles, comme le modèle de GIEC qui prédit le changement climatique, simulent l'augmentation des températures et combine ça avec des études microéconomiques sur l'effet des variations passées de température sur la productivité, que ce soit agricole, etc. Et ce qu'on voit, c'est que sur l'agriculture, les coûts sur les productions agricoles, vous avez différents types de productions agricoles, le maïs, le riz, le sorgho, le blé, etc. On prévoit un changement de productivité de la terre très important en agriculture, et en plus une très forte variabilité autour de ces estimations. Pour donner un exemple, par exemple, ça c'était un petit peu des données plus macro, pour donner un exemple beaucoup plus concret, prenons l'exemple du Nicaragua, avec une étude de Karen McCours et co-auteurs, qui montre simplement, avant même de commencer son étude, qu'au Nicaragua, si on compare par exemple la période avant 1998 et la période après 1998, donc après 1998, c'est là et là. Et ce qu'on voit, c'est qu'avant 1998, il y a moins de pics d'eau, de pluviométrie, et donc moins d'inondations. Mais il y a aussi plus d'eau dans les saisons les plus sèches, où on a besoin d'eau. Donc la pluviométrie a changé dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a plus d'eau quand on a besoin de moins d'eau, et il y a moins d'eau quand on a besoin de plus d'eau. Donc ça, c'est un exemple du Nicaragua. Et on voit aussi les températures qui, évidemment, entre pré-1998 et post-1998, à la fois une augmentation de la moyenne, mais aussi une augmentation des températures maximales, qui
crée des dommages sur les cultures. Et la pauvreté, donc les pauvres sont soumis à plus de chocs. En plus de ça, la pauvreté exacerbe l'impact de ces chocs parce que ces chocs peuvent conduire à tomber dans une trappe de pauvreté. Donc on voit ici, venant d'un autre livre, le livre de Bibir, elle commence toute petite entreprise de tailleur. Elle a une machine à coudre. S'il lui arrive un problème, donc elle arrive à partir du moment où elle a sa machine à coudre, elle arrive à vivre, elle arrive à travailler, même dans cette histoire en particulier, elle arrive à étendre son business. Mais s'il lui était arrivé quelque chose à ce moment-là, quel que soit le choc, elle retombait dans une situation où elle était avant, où elle n'avait plus rien pour survivre. Donc les pauvres sont souvent placés, sont à risque de se trouver dans une zone où, s'ils deviennent un tout petit peu plus pauvres, ils passent dans une zone de trappe de pauvreté où ils n'arrivent plus à accumuler. Donc quand on est pauvre, on est à la fois on est soumis à plus de risques, et en plus ces risques peuvent avoir des conséquences qui sont amplifiées par les circonstances dans lesquelles on vit. J'ai mis une image de machine à coudre parce que j'ai rencontré une dame qui s'appelait Ibu Tina en Indonésie, qui avait justement une machine à coudre. On raconte son histoire dans Repenser la pauvreté. Et elle avait un petit business de machine à coudre. Et elle s'est fait voler. Donc elle raconte qu'avant de s'être fait voler, elle arrivait à accumuler. Donc chaque jour, elle produisait un petit peu plus, puis elle investissait ce qu'elle avait, puis elle produisait un petit peu plus, puis elle investissait ce qu'ils avaient, et elle était arrivée quelque part par là, dans une vie relativement stable, pas aisée. Et puis ensuite, on lui a volé sa machine à coudre et elle est retombée là. Et maintenant, elle a tellement peu, parce qu'elle n'a plus de machine à coudre, elle n'a plus de stock, etc., que chaque période, elle est obligée de faire fondre ses économies de plus en plus, et donc elle devient encore plus pauvre, et donc elle devient de plus en plus pauvre, et elle tombe dans une trappe de pauvreté. Donc, comment se protéger contre ces chocs ? Alors, on va faire ça en plusieurs temps. D'abord, la première chose que les gens peuvent faire, c'est d'essayer de se protéger tout seuls. Ensuite, ils peuvent faire appel à leur communauté, leur village, leur famille étendue, leurs amis, les membres de leur réseau social. Ensuite, ils peuvent faire appel à des assurances formelles par le marché. Enfin, il y a le gouvernement. Et finalement, les gouvernements eux-mêmes sont intégrés dans une communauté internationale. Donc ce qu'on va faire dans le reste de cours, c'est d'augmenter comme ça la taille de notre rayon de personnes qui peuvent protéger les pauvres contre la pauvreté. Alors commençons par ce que les gens peuvent faire eux-mêmes. D'abord, pourquoi on voudrait se protéger contre les risques ? Alors consacrons un petit moment à l'introspection. Qu'est-ce que vous préféreriez ? Un pouvoir d'achat fixe qui serait garanti tous les mois, ou bien des hauts et des bas avec des semaines fastes et des vaches maigres. Donc, je vous laisse un moment pour y penser. Alors, cela dit, il y a des gens qui jouent au loto. Donc, il y a des gens qui répondent différemment, mais la plupart d'entre vous, j'imagine, préféreraient avoir un pouvoir d'achat garanti tous les mois plutôt que la même chose, mais fluctuant. Alors, si vous me permettez une petite digression d'économiste, c'est ce que les économistes décrivent comme l'idée que notre fonction d'utilité est concave, c'est-à-dire les pertes sont plus coûteuses quand on a déjà très peu que quand on a un peu plus. On pouvait y penser comme ça. Si vous venez juste de finir le repas de Noël, l'idée d'une part de gâteau en plus vous satisfait moins que si vous venez d'avoir passé une journée à marcher dans la montagne et qu'on vous offre cette part de gâteau en arrivant à la ferme auberge. Donc quand on a très peu, là l'utilité d'une consommation est plus élevée. Donc au départ, on a vraiment envie d'avoir un tout petit peu plus. Donc quand les gens sont très très pauvres, ils ont besoin
ils ont plus besoin de quelque chose de plus. C'est ce qu'on appelle l'aversion au risque. Et une personne qui est averse au risque, une personne qui a une fonction d'utilité comme ça, c'est-à-dire qui n'aime vraiment pas se trouver dans une situation, elle a très très peu à un moment donné, va essayer de lisser sa consommation. Donc même si ses revenus changent, fluctuent de jour en jour, elle ne va pas tout consommer le jour où elle reçoit quelque chose, elle va essayer d'épargner et si elle le peut, d'emprunter. Si on suppose que l'aversion au risque est plus importante pour les plus pauvres, c'est-à-dire que non seulement la fonction d'utilité est concave, mais qu'en plus elle est plus concave pour les plus pauvres vont encore plus avoir envie de lisser leur consommation. Donc s'ils ont accès à quelqu'un qui peut leur prêter au moment où ils ont très peu, ils vont emprunter au moment où ils ont très peu, puis rembourser au moment où ils ont plus. S'ils ont suffisamment plus à un moment, ils vont pouvoir aussi épargner. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours facile, quand on est pauvre, d'avoir accès à un crédit. Par exemple, ça c'est dans l'histoire de Nagy et Nesso, où ils vont voir une famille très très pauvre qui va voir le propriétaire du village et qui lui demande de leur prêter un petit peu pour faire face à cette période très très difficile qu'ils vivent. Et il leur dit non. Il n'est pas question, vous me devez encore l'argent que je vous ai prêté l'année dernière. Donc ils ont atteint leur limite de crédit, pas possible d'emprunter. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un ménage qui ne peut pas emprunter, qui ne peut que épargner? Mais en fait, c'est un problème un petit peu compliqué parce que les revenus sont stochastiques et puis ça dépend de ce qui s'est passé dans le passé, etc. Mais on peut l'approximer par une règle très simple qui est de dire vous regardez ce que vous avez à votre disposition, c'est-à-dire ce que vous avez gagné aujourd'hui plus ce qui est dans votre compte en banque ou sous votre matelas. Si c'est en dessous d'un certain seuil, vous consommez tout. Si c'est au-dessus de ce seuil, vous consommez une fraction et vous épargnez le reste. Et comme ça, dans les bonnes années, vous accumulez de l'argent, et dans les mauvaises années, vous pouvez dépenser cet argent-là. Alors donc ça, c'est une simulation de cette règle. Et vous voyez la personne qui reçoit un revenu qui a une moyenne de 100 et qui a du risque. Donc c'est une moyenne de 100, mais tous les jours, ça change. Vous pensez que c'est toutes les semaines ou tous les mois. Ça change. Donc cette personne, elle suit la règle que je donne. Donc dans certaines années, elle a vraiment, au début, là, elle n'a pas eu de chance. Là, il n'avait pas eu le temps d'accumuler beaucoup. Il y a un choc. Donc du coup, il consomme tout. On voit qu'il a zéro. Là, il n'accumule pas du tout parce qu'il consomme tout. Et bien qu'il consomme tout, c'est pas beaucoup. Parce qu'il n'a pas beaucoup et puis qu'il a gagné peu. Bon, mais après, il y a plusieurs années un peu mieux, là. Donc, il accumule de plus en plus d'assets et il consomme de manière assez stable parce qu'il accumule le plus qu'il peut. Puis, il y a une mauvaise année, pouf, il consomme tout. Il repart ses assets à zéro. Il y a une série de bonnes années, il accumule. Et on voit que de temps en temps, c'est quand même pas du tout parfait, ce système. Parce que s'il y a eu plusieurs années mauvaises, il y a des moments où la consommation est très, 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 très faible. Parce qu'il n'y a plus rien. Donc si cette personne si les personnes vraiment détestent le risque, oui, j'ai oublié pourquoi j'avais mis cette image. J'ai mis cette image parce que c'est la famille d'Imai, justement. C'est la première chose que j'ai essayé d'illustrer, c'est comment ils accumulent tout seuls. Et donc lui, il épargne. Donc le père d'Imai, c'est un journalier, justement. Il travaille, au début de l'histoire, c'est un journalier, il travaille à la ville. Il est payé, peut-être qu'il travaille dans la construction, quelque chose comme ça. Et quand il revient, il ramène quelque chose pour construire sa maison. Donc, parce qu'un problème de l'épargne, c'est que les gens n'ont pas forcément de compte en banque. Donc lui, il n'a pas de compte en banque, mais il épargne quand même. Et il épargne sous la forme d'un mur, une étagère, etc. C'est pour ça que sa maison est un peu de briques et de broc. Mais c'est sa manière d'épargner. Et ça, on trouve ça dans beaucoup de pays où les gens, peu à peu, ont des maisons comme ça à moitié terminées, parce que la maison elle-même est une manière d'épargner. Bon, mais si on a vu que avec la personne précédente, avec ce revenu, avait quand même des moments où la consommation était très basse. S'ils veulent éviter ces moments au maximum, il faut qu'ils épargnent plus
Et donc là, on voit une personne plus prudente qui n'aime pas vraiment, qui n'aime pas du tout la consommation très faible. Donc elle épargne énormément. Et elle, à un moment, elle accumule des assets, vraiment du capital très important. Mais quand même, de temps en temps, il y a des bas. Parce que voilà, même en accumulant le plus possible, de temps en temps, il y a une séquence d'argent, une séquence de mauvaises années, et il y a quand même des bas. Donc cette personne-là, qui a un revenu moyen de 100, sa consommation moyenne est seulement de 60. Parce que le reste est bloqué dans son épargne qui attend d'être utilisé pour un moment dur. Donc on voit que c'est très très coûteux pour ces ménages de s'éviter ces périodes de pauvreté intense. Donc ça leur demande de consacrer une très forte partie de leur revenu à l'épargne, donc de consommer moins, et ça n'évite pas entièrement les années difficiles où la consommation est très basse. Et dans le livre de Nagy et Nezo, cette famille justement qui est très pauvre et se trouve dans une de ces années difficiles, la conséquence est que le petit frère mange si peu qu'il ne peut pas aller à l'école et que la mamie mange si peu qu'elle n'arrive plus à se lever. Donc ce n'est pas des situations qui sont inventées. Enfin, c'est inventé pour cette histoire-là, mais c'est des situations réelles où, de temps en temps, même avec les efforts les plus possibles, on arrive à une situation où les gens doivent vraiment se sacrifier. Alors évidemment, les gens le savent, donc ils évitent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Et donc et parfois épargner est difficile, donc pour éviter les années noires, les ménages qui ne peuvent pas emprunter et qui n'ont pas accès à une épargne facile emploient des stratégies à l'avance, des stratégies ex ante qui peuvent être parfois coûteuses pour limiter la variabilité de leurs revenus. Donc ils ne choisissent pas les activités qui leur rapporteront le plus en moyenne, parce qu'ils veulent avoir des activités qui sont mieux garanties. Alors comment font-ils ? Une première chose qu'ils peuvent faire, c'est de multiplier les emplois. Parce qu'il y a des sources de rire sur tout ce qu'ils peuvent faire, donc autant faire plein de choses à la fois. Donc on voit des ménages qui ont une dizaine d'activités pour le ménage, où la maman va le matin fait des crêpes qu'elle vend au marché, ensuite elle fait de la couture, il y a différents champs qui sont dans différents endroits, de temps en temps il y a quelqu'un qui part pour aller en ville, pour migrer, donc on voit une série d'activités au risque de se concentrer et donc de devenir spécialisé et peut-être plus productif sur aucune de ces activités. C'est le problème de la diversification à outrance. La diversification, c'est comme vous et nous et notre placement financier. On essaye de diversifier, d'acheter le marché. Là, ils diversifient, mais sur leur portefeuille d'activités. Contrairement aux stratégies financières où il faut se diversifier, là, ça vient avec la difficulté à se spécialiser. C'est un type de choses qu'ils peuvent faire. Autre chose qu'ils peuvent faire, c'est de travailler pendant les saisons creuses. Donc quand il y a par exemple les fermiers, ils attendent, ils n'ont pas, dans une période mauvaise, ils vont travailler à l'extérieur, que ce soit en ville ou travailler pour quelqu'un d'autre. Et ils peuvent aussi éviter des cultures qui leur demanderaient de mettre des intrants comme des engrais, des nouvelles graines qui seraient peut-être plus productives mais qui ont un risque parce qu'il y a un investissement dessus. Donc je vais passer un petit peu plus de temps sur ces deux stratégies. Donc ça c'est une étude, là, je vais parler d'une étude de Günther Fink, Kelsey Jack et co-auteurs en Zambie. Donc la Zambie, il y a en fait un cycle qui est un cycle bien connu, qui n'est pas un cycle risqué, c'est connu à l'avance, qui est qu'il y a une saison qui précède la saison de la récolte, qu'on appelle la saison de la faim. Donc c'est très clair ce que ça veut dire. C'est juste avant la récolte, on attend. Il faut juste préparer les cultures, mais c'est la saison de la faim. Donc dans cette saison de la faim, les gens ont très peu d'argent sur eux. Ils ont beaucoup plus de chances de rater un repas. Ça, c'est l'argent qu'ils ont sur eux. Ça, c'est le nombre de repas par jour. On voit qu'en mars,
ils mangent moins de repas par jour, ils passent de 2 à 1,8 repas par jour en moyenne, donc on a des repas, des gens qui ratent des repas, et ils essayent de travailler à l'extérieur de chez eux. Donc le gagnou, c'est le travail à l'extérieur, le travail journalier, manuel à l'extérieur de chez eux. Il y a une grosse pique à ce moment-là qui essaye de compenser pour le fait qu'il n'y a rien à faire sur leur champ, ou il n'y a rien à gagner sur leur champ, rien à manger. Donc dans cette expérience, ce que Günther Fink et ses co-auteurs proposent, c'est un petit prêt pour ces ménages qui, dans la période de la faim, à rembourser juste après les récoltes, soit en nature, en maïs, soit en argent. La première chose, c'est que les prêts sont très populaires, presque tout le monde emprunte, alors qu'en général, les produits de microfinance ne sont pas si populaires que ça. Mais là, tout le monde est vraiment très enthousiaste. Ils sont aussi très bien remboursés. Donc les gens empruntent pas seulement parce qu'ils pensent que c'est un petit bénéfice, ils pensent qu'ils remboursent tous très régulièrement. Et du coup, ils travaillent moins. Leur nombre de jours journaliers, de jours de travail de journalier passe de 34 à 29, donc c'est 5 jours de moins de travail juste pendant cette période de mars. Et le résultat, c'est que ils investissent plus sur leur propre champ à eux. Donc comme ils sont moins à l'extérieur, ils peuvent mieux préparer leur propre champ pour les récoltes. Et du coup, leur récolte, l'année suivante, comme les champs sont mieux préparés, leurs récoltes l'année suivante sont plus élevées et la probabilité qu'ils subissent l'insécurité alimentaire est plus faible. Donc leur sécurité alimentaire, ça c'est positif, leur sécurité alimentaire augmente. Il y a plus de mois où ils ont assez à manger dans leur ménage. Donc on voit à contrario comment le fait qu'en l'absence de ces prêts, leur stratégie pour survivre à une période difficile finalement fait baisser leur revenu. Il y a un cercle vicieux qui fait que quand on est pauvre, le risque est plus difficile à supporter. Du coup, on essaye de limiter le risque avec des différentes stratégies, et cette stratégie de travailler quand les choses vont mal, finalement crée encore plus de pauvreté. Il y a un problème de plus, c'est que si tout le monde essaye de travailler en même temps, ça crée un excès de travailleurs sur le marché, d'autant plus que c'est des moments où il n'y a pas grand-chose à faire de toute façon. Et du coup, ça met une pression à la baisse sur les salaires. Donc plus les gens essayent de travailler, plus les salaires sont bas, et moins les revenus qu'ils peuvent retirer de ce travail est important. Et il y a un article de Seema Jayachandran qui montre ça très bien en Inde. Troisième possibilité, donc on a parlé de diversifier ses activités, de travailler dans les périodes creuses, et la troisième qu'on peut faire, c'est d'éviter les cultures, d'éviter le risque dans ces cultures, de choisir les stratégies les plus sécuritaire. Ça, à nouveau, on peut montrer le coût que ça peut avoir pour les ménages en leur garantissant, justement, en enlevant le risque pour eux. Et il y a une expérience qui a été faite au Ghana qui prend 4 groupes, c'est par Dean Carlin, Chris Udry et leurs co-auteurs, un groupe de contrôle, un groupe qui reçoit une assurance gratuitement. Alors qu'est-ce que c'est que cette assurance? On va en parler beaucoup plus dans le reste de cette leçon, mais une assurance, c'est si la pluie est basse, s'il y a peu de pluie, les gens sont immédiatement payés. Quelque chose. On n'a même pas besoin de vérifier ce qui s'est passé pour eux. C'est déclenchement automatique dès que l'index de pluviométrie dans leur village passe sous un certain seuil. Donc ça, c'est l'assurance. L'assurance est un des modes d'assurance qu'on trouve le plus fréquemment. Un crédit pour les aider à acheter des intrants pour leur culture, ou les deux. Et ce qu'on voit, c'est que quand les ménages ont accès à l'assurance, et en particulier quand ils ont accès à l'assurance et au crédit en même temps, ils achètent plus d'intrants, donc ici c'est les dépenses d'engrais, ils achètent plus d'engrais que dans le groupe de contrôle, que dans le groupe où on leur a donné un crédit et que dans le groupe où on n'a donné que l'assurance.
Donc en particulier, si les gens n'achètent pas d'engrais, ce n'est pas parce qu'ils manquent de crédit, parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'effet du crédit seul. Il leur faut le crédit pour avoir accès, pour être capable de l'acheter, mais aussi l'assurance pour avoir la volonté de l'acheter, où ils se disent si ça ne marche pas, si les choses se passent mal, je ne serai pas dans une situation où j'aurais à rembourser un crédit, mais je n'aurais rien gagné. Ensuite, on regarde ce qui se passe à nouveau l'année suivante, puisqu'ils ont investi davantage dans leur culture. Et on voit que le nombre de ménages qui ont raté des repas, qui subissent l'insécurité alimentaire, est nettement plus faible dans les ménages qui ont reçu le crédit et l'assurance une saison avant, et qui donc ont pu investir plus dans leur culture. Donc là, à nouveau, à contrario, on voit les conséquences, cette espèce de mécanique perverse, pauvreté et risque, qui fait que comme les gens ne peuvent pas supporter beaucoup de risques, ils prennent des mesures préventives qui finalement les fait devenir encore plus pauvres. Un autre exemple très similaire à cette idée d'innovation, cette idée d'assurance proposée par une organisation de microfinance BRAC, dont on a beaucoup parlé l'année dernière quand on parlait du programme de Ultrapour, du programme sur l'extrême pauvreté. Donc BRAC propose un prêt d'urgence aux fermiers dans des villages choisis au hasard. Le prêt d'urgence, c'est s'il y a une inondation, vous avez immédiatement accès à une facilité de crédit. Dans le Bangladesh, il y a beaucoup d'inondations. Il l'annonce avant la saison de la récolte, donc les gens savent à nouveau que si jamais ça se passe mal, qu'il y a une inondation, ils seront capables d'emprunter. Et on regarde ce que font les ménages, sachant qu'il y a une possibilité de recevoir ce crédit au cas où il y aura une inondation. Et donc, avant les inondations, on voit 18% de plus de terres mises en cultivation, une augmentation de 19% de la production en moyenne, mais c'est une moyenne parce qu'il y a une partie des terres qui ont été inondées, donc qui ne produisent rien du tout. Dans les régions non inondées, l'augmentation de la production est de 35%. Donc les gens, et donc une consommation plus élevée, à la fois l'année où ils reçoivent le crédit quand ils en ont besoin, mais même dans les endroits où ils n'ont pas besoin de crédit, parce qu'il n'y a pas eu ils ne ressortent pas au crédit parce qu'il n'y a pas eu d'inondation, la consommation est à la fois plus élevée et plus résistante au choc. Donc elle est plus élevée en moyenne dans les endroits qui finalement ne sont pas soumis au risque, et elle est plus élevée en cas de choc, puisqu'il y a cette possibilité d'emprunter. Donc on voit à nouveau, a contrario, dans les circonstances habituelles, on n'a pas accès à ces aides d'urgence, on n'a pas accès à ces crédits pendant la saison. Ils n'ont pas accès à ces crédits pendant les saisons basses, ils n'ont pas accès à l'assurance. Et on voit que tout ça les conduit à faire des choix qui entretiennent leur pauvreté. Cela dit, les personnes pauvres ne sont pas seules à devoir faire face à des problèmes comme une mauvaise récolte ou une perte d'emploi. Il y a aussi leurs voisins, leurs amis. Et même à nouveau par introspection, vous savez que si quelque chose se passe mal, vous avez en général la possibilité de faire appel à certaines personnes dans votre entourage, que ce soit votre famille élargie, vos amis, vos voisins. Dans le livre d'Imai, la maison est inondée, ils ont un bateau qui est aussi inondé, et les villageois qui ne vivent pas sur l'île, mais sur les rives du village, qui eux ne sont pas inondés, leur viennent immédiatement en aide. Ils leur apportent de quoi manger, ils leur apportent des couvertures, ils leur apportent de quoi s'habiller, et ils les aident à reconstruire leur maison. Donc cette entraide, elle se passe dans l'enceinte du réseau, dans le cadre du réseau social. Le réseau social ici, ce n'est pas Facebook, c'est le réseau social réel, le réseau du village, les vraies relations qui se produisent dans un village. Et ça, c'est une image d'un village avec des personnes, des familles,
des données qu'on a collectées avec Abhijit Banerjee, Arun Chandrasekhar et Matt Jackson dans un village de l'Inde, où on a interrogé chaque personne sur les relations qu'il avait avec d'autres personnes dans le village. On va en parler beaucoup plus la semaine prochaine, parce que je vais faire tout un cours sur les réseaux sociaux. Mais donc chaque trait gris là, est un lien qui existe entre un ménage et un autre. Donc le village est un réseau social, presque tout le monde dans ce village-là est connecté à... Il n'y a pas de personne isolée, tout le monde est connecté à tout le monde par un chemin ou un autre. Donc le village est un véritable réseau social. Et ce réseau social a des forces particulières pour servir d'assurance de dernier ressort au ménage. D'abord parce qu'il y a une excellente information. Dans le village, les gens se connaissent, ils peuvent voir ce qui est arrivé aux récoltes, ils ont bien vu qu'il y avait une inondation, que ce n'était pas de leur faute. Ensuite, parce qu'il y a des normes d'altruisme qui existent dans le village, les gens peut-être s'aiment bien les uns les autres et puis ont l'habitude de s'aider. Indépendamment même de l'altruisme, il y a une anticipation de réciprocité, c'est-à-dire si tu m'aides dans les périodes difficiles, je t'aide quand tu as une période difficile. Donc, quel que soit, même si je n'ai pas de sentiment particulièrement bienveillant vis-à-vis d'une autre personne, si je sais que si je l'aide aujourd'hui, elle pourra m'aider demain, je peux avoir l'intention de le faire. C'est un petit peu différent, donc l'altruisme et la réciprocité, et on peut avoir les deux. On peut à la fois avoir des gens qui s'entraident parce qu'ils s'aiment, mais aussi qui s'entraident parce qu'ils attendent, ils savent qu'ils font partie d'un réseau de solidarité. Il y a aussi des normes sociales de comportement, c'est-à-dire une personne qui est en mesure d'aider ses voisins ou ses amis serait très mal vue et punie socialement, peut-être même d'ostracisme, s'il ne venait pas en aide aux autres. Donc même quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin d'aide à un moment donné et qui n'est pas forcément très altruiste, qui se dit « oh, finalement je peux me débrouiller », va peut-être quand même venir en aide parce qu'il se dit si je ne le fais pas, tout le monde va me regarder de travers. Donc si vous voyez le fermier Magou, là, bon, il a quand même dit non, mais la fois d'avant, il avait dit oui, puis il finit quand même par recruter le jeune homme et lui donner un travail, donc il vient quand même en aide. Il n'a pas tellement d'altruisme et probablement pas vraiment besoin de réciprocité parce qu'il est tellement plus riche que les autres qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose pour eux, mais il y a une norme sociale qui le force à participer. Norme sociale qui est renforcée par une histoire commune qui se construit elle-même à chaque acte de solidarité. Et du coup, ça crée un environnement où chaque famille aide les autres, soit directement par des transferts directs, ça peut être des petits prêts qui sont remboursés ou pas. Ça peut être une contribution à un pot commun qui est exploité quand c'est nécessaire. Par exemple, les villages peuvent avoir des villages en Thaïlande, par exemple, ont des greniers collectifs dans lesquels les familles qui ont de bonnes cultures de riz mettent le riz et qui peut être utilisé pour d'autres familles. Donc c'est plus ou moins formalisé, c'est plus ou moins bilatéral ou multilatéral, mais ça produit ce mécanisme de solidarité. Pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner, justement, c'est un village de l'Inde qui a été extrêmement... Il y a 4 villages qui ont été extrêmement étudiés, où les chercheurs allaient les voir tous les mois, pendant des années, pour savoir ce qu'ils cultivaient, et ce qu'ils consommaient, etc. Et donc ça, c'est leur données de revenus. Dans ce village de Lorepal, on voit les ménages qui sont rangés comme ça, il y a une trentaine de ménages qui sont rangés du plus riche au plus pauvre, et on voit leurs revenus d'année en année entre 1976 et 1984. Ce n'est pas des données très récentes, mais ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, ce serait pareil, je pense. Donc on voit cette personne qui est beaucoup plus riche, la deuxième personne, mais surtout il y a une très très grosse fluctuation des revenus, même d'un an sur l'autre, qui montre à nouveau ce risque. Et ici, ce qu'on a, c'est pas les revenus, c'est les revenus moins la consommation moyenne du village. D'accord ? Donc par rapport aux autres, c'est-à-dire c'est pas que tout le monde bouge en même temps. Ça, c'est les fluctuations par rapport à la moyenne du village. Et maintenant, si on regarde la consommation sur la même échelle, elle est complètement plate.
Donc en fait, toutes ces variations, là, ces montagnes et ces vallées, etc., sont éliminées. C'est-à-dire que les ménages sont très différents dans ce qu'ils gagnent, à la fois en moyenne et en variabilité. Mais tout se passe, on dirait, dans ce village en tout cas, tout se passe comme s'ils partageaient tout et qu'il y a très très peu de déviation par rapport à la moyenne du village. Ça, c'est des données d'une étude de Rob Townsend qui est vraiment un classique parce que les résultats sont tellement frappants. Ça, c'est vrai sur ce village et c'est vrai sur les quelques autres villages qui ont été faits. Donc, disons au début des années 90, quand j'ai commencé, au milieu des années 90, quand j'ai commencé à étudier l'économie, on avait cette idée que la solidarité villageoise était vraiment très, très complète, quasiment parfaite. Mais il se trouve que ces villages sont peut-être un peu trop parfaits, que ce ne sont pas les villages, ce n'est pas forcément toute l'expérience, toute l'histoire, parce qu'il y a des limites assez naturelles à la solidarité villageoise. La première, qui est tout à fait compatible d'ailleurs avec ce dessin, puisque ces graphiques sont la déviation par rapport à la consommation moyenne, mais je ne vous ai pas montré ce qui arrive à la consommation moyenne. Maintenant, donc, la solidarité villageoise n'est pas très bien placée pour assurer les villageois contre des chocs qui sont communs à tous, puisque s'ils se partagent ce qu'ils ont, s'il n'y a rien, il n'y a rien pour personne. Donc, par exemple, dans l'histoire de Bibir, il y a un moment, un choc, et il y a plusieurs moments dans les différents livres des chocs qui sont communs à tout le village. Dans Tumpa et les arbres, qui est dans cette nouvelle série, il y a une sécheresse. Ici, ce sont les criquets qui envahissent toutes les cultures des villageois. Alors, les criquets, c'est pour tout le monde. Donc, du coup, ils ne peuvent pas s'assurer mutuellement contre les criquets. Donc, les chocs qu'on appelle agrégés, c'est-à-dire qui sont des chocs communs à tous les membres du village, ne peuvent pas être assurés de cette manière. Donc, il y a une espèce de tension parce que plus un village est petit, plus les relations sont étroites, plus les gens font la même chose, plus ils se connaissent et donc sont capables de s'assurer bien entre eux, mais en même temps, plus ils sont soumis à des chocs qui peuvent être communs et donc ils n'arrivent pas à assurer. Donc, l'étendue des possibles est forcément limitée et une étude de Tavnis Suri et Billy Jack qui montre les bénéfices de l'accès à un réseau plus vaste grâce au programme M-Pesa au Kenya. Voilà une boutique M-Pesa. M-Pesa, c'est un système de transfert financier sur vos téléphones. Donc les gens ont des porte-monnaies sur leur téléphone. Ça peut se faire avec un téléphone, pas un smartphone, par SMS. Ils envoient donc ils vont voir un agent M-Pesa. Voilà, c'est Naji qui le fait. Il va voir un agent M-Pesa. Il donne ses codes, il donne les sous à l'agent, il donne ses codes. Les sous sont envoyés à un autre agent M-Pesa. La maman y va. Elle récupère ses sous aussi en liquide. Donc ce système M-Pesa a été assez révolutionnaire pour les familles des pays pauvres, où le M-Pesa s'est installé. Donc, ça a commencé au Kenya, puis ça s'est étendu en Afrique de l'Est. Maintenant, c'est très populaire dans toute l'Afrique. Et ça a permis tout d'un coup de donner l'accès à la capacité de se transférer des fonds de manière dans des endroits beaucoup plus divers. Parce qu'avant, quand les familles avaient un migrant en ville, la seule manière pour le migrant d'envoyer des sous dans sa famille, c'était de revenir physiquement, ce qui en soi coûtait très cher. Tandis que là, maintenant, ils peuvent le faire par M-Pesa. Et ce qui montre avec Billy Jack, ça c'est l'extension de M-Pesa au cours du temps au Kenya, entre 2008 ici et 2010, vous voyez une explosion du réseau M-Pesa. Et ce qu'il montre, c'est qu'ils utilisent cette expansion et ils regardent si une famille subit un choc. Ça peut être un choc de récolte, ça peut être un choc de santé, ça peut être des criquets, ça peut être le temps, etc. Si une famille n'est pas utilisateur d'M-Pesa parce que ce n'est pas encore arrivé chez eux, ce choc diminue leur consommation de 7%. Tandis que les familles qui ont accès à M-Pesa parce que c'est arrivé dans leur région, donc pas par un choix personnel dû à ces facteurs extérieurs, c'est arrivé dans sa région,
ne sont pas affectés par le choc. Donc ce qui montre, c'est que grâce à l'arrivée d'M-Pesa, les transferts financiers peuvent être, qui avant étaient très concentrés, les gens qui pouvaient vous aider étaient les gens qui étaient à côté de vous, mais donc quand il y avait un choc négatif, souvent ils étaient eux-mêmes affectés. Grâce à l'arrivée d'M-Pesa, tout d'un coup les gens qui peuvent vous aider sont un peu partout et eux-mêmes peuvent avoir des moments difficiles, mais probablement pas en même temps. Parce qu'ils ne font pas la même chose, leurs chocs ne sont pas directement corrélés, les criquets sont dans ce village-là, mais pas en ville, où le secteur de la construction s'effondre en ville, mais pas dans le village. Donc ça montre à nouveau, à contrario, qu'est-ce qui se passe dans les situations classiques où les gens sont un peu refermés sur un réseau social étroit. L'action à un réseau plus large réduit la vulnérabilité. Une autre source, donc la première source de tension, c'est plus les réseaux sont étroits, plus les gens sont bien placés pour s'aider, mais plus ils sont soumis à des chocs communs. La deuxième limite presque intrinsèque de ces réseaux informels, c'est que plus les gens sont connectés, à nouveau, plus ils sont capables de s'aider, mais plus ils sont aussi capables en quelque sorte de s'infecter par leur choc. Donc, c'est un exemple là qui est de Somerville, hein, pas de Somerville aux États-Unis, mais qui montre la propagation des chocs, c'est-à-dire il y a un restaurant qui ferme, qui donc arrête d'acheter des huîtres, et donc le marchand d'huîtres ferme, et donc il arrête de recruter des gens, et donc les gens ne sont plus employés, etc. Donc il y a potentiellement, ça c'est des données qui viennent de Thaïlande, qui montrent à nouveau des réseaux, là ce sont des réseaux de firmes, c'est des réseaux de ménages en fait, mais ce sont leurs relations. Donc on voit les ménages avec leurs relations, différents types de relations. Le premier graphe, là, le A, montre que 48% des ménages emploient quelqu'un, ont une relation, 48% des ménages potentiels sont reliés par une relation de travail. Donc soit ils emploient quelqu'un, soit ils sont employés dans le village. Soit ils achètent, soit ils vendent. 66% ont des relations de travail et seulement 35% ont directement des liens financiers de se prêter ou d'emprunter de l'argent. Donc on voit que les relations entre ménages sont aussi des relations de travail, ce qui signifie que si un ménage a un problème, les autres ménages qui seraient susceptibles de l'aider peuvent être en fait contaminés par ce problème. Et du coup, ce qu'on voit ici, c'est quand il y a un choc de santé, quelqu'un a un choc de santé, donc ça c'est avant le choc. Donc avant le choc, il dépense sur son business, etc. Puis après le choc, hop, il dépense moins. Du coup, les revenus de son business, ça c'est avant le choc, rien de spécial. Hop, choc de santé, il a moins de revenus. Ça c'est eux-mêmes, donc ça c'est bon choc individuel. Ça montre que le choc n'est pas complètement assuré. Puisque j'ai un choc de santé, ça ne devrait pas m'empêcher de travailler dans mon business. Enfin, ça pourrait m'empêcher si je suis malade, mais ça, c'est vraiment de dire j'ai un choc de santé, ça ne devrait pas m'empêcher d'acheter des choses pour mon business, mais si. Donc le choc n'est pas complètement assuré. Et une raison pour laquelle il n'est pas complètement assuré, c'est que les gens qui sont liés à moi parce que je leur achète ou que je leur vends des choses, quand j'ai un choc de santé, ils sont affectés. On voit leurs revenus qui baissent. Les gens qui sont liés par le labor market, par le marché du travail, leurs revenus baissent. Et du coup, les partenaires, leurs revenus et leur consommation sont aussi, leurs revenus nets, s'ils sont liés par une relation d'achat et de vente, baissent, et la consommation aussi. Donc, il peut y avoir des chocs communs. Il peut aussi y avoir des chocs individuels qui finissent par affecter le réseau, parce que le réseau n'est pas juste un réseau de solidarité, c'est aussi un réseau c'est pas juste un réseau d'entraide, c'est aussi un réseau de travail commun. Donc ça limite forcément la capacité de s'aider si on est tous affectés en quelque sorte par la même chose. Donc ça c'est la première limite à l'assurance informelle. C'est juste que l'étendue des possibles n'est pas infinie, il est même assez limité. Le deuxième type de limite, c'est ça dont les économistes aiment beaucoup parler, mais je ne vais pas en parler trop aujourd'hui, parce qu'on va parler surtout de ce dont les économistes parlent moins. C'est l'idée, si l'assurance est trop bonne,
Si l'assurance est trop forte, ça va changer les comportements des gens et finalement, le village veut éviter ça. Donc la première chose, c'est la question des incitations, la question de l'effort. Donc si les gens d'un village savent que si jamais vos récoltes ne fonctionnent pas bien, vous serez immédiatement compensé par les autres gens du village, du coup, est-ce que ça va vous encourager à ne pas trop travailler, puisque de toute façon, si vous ne travaillez pas bien, vous serez payé par vos voisins. Si vous travaillez beaucoup, c'est vous qui paierez vos voisins. Donc, est-ce que ça ne découragerait pas l'effort d'avoir une assurance trop complète, même à l'intérieur du village? Donc, c'est ce qu'on appelle le hasard moral, qu'on trouve, c'est un problème d'assurance en général, mais qu'on peut trouver justement dans le cadre de la solidarité villageoise locale. Donc, du coup, pour préserver les incitations à l'effort, le système d'assurance informelle entre les villageois ne va pas complètement compenser les gens pour leurs pertes. Il va garder une certaine dose de récompense pour des performances, des fermes, etc., plus élevées, et de punition quand les gens s'en sortent mal. Donc l'assurance n'est pas parfaite, mais ça maintient l'effort. Ça, c'est un premier type de problème. Un deuxième type de problème, c'est le fait qu'aucun de ces contrats n'est écrit. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, si vous avez une série d'excellentes années, de vous dire j'en ai marre de contribuer avec tout le monde, mais j'en ai plus tellement besoin de mes amis, je vais quitter le groupe, je m'en vais, je sors, je vais en ville, ou alors même je reste, mais je ne fais plus partie du système. J'ai économisé suffisamment pour pouvoir, si j'ai une mauvaise année, je me débrouille, et puis du coup, dans mes bonnes années, je ne suis pas obligée de les payer. Alors évidemment, le système, si tout le monde fait ça, le système s'effondre. Du coup, pour éviter ça, on va à nouveau essayer de toujours laisser un petit peu quelque chose, si quelqu'un a une bonne année, de lui laisser un petit peu de sa bonne année pour ne pas le décourager de rester dans le système. Donc c'est la responsabilité limitée. Et finalement, il y a la possibilité que même si l'information est bonne, une partie, les gens ne déclarent pas tout à la communauté de ce qu'ils ont gagné, ils peuvent essayer de cacher un petit peu de leurs revenus, et le sachant, on va toujours assurer seulement partiellement contre les pertes, de manière à encourager les gens à déclarer tout, en leur disant c'est pas grave, de toute façon on ne va pas tout vous prendre si vous déclarez tout, donc vous pouvez déclarer de manière honnête. Il y a une littérature énorme en économie, on aurait pu passer tout le cours de cette année et l'année prochaine et encore dans 2 ans pour discuter des points fins de chacune de ces boîtes. Mais on a d'autres choses à discuter aujourd'hui, donc je ne vais pas le faire. Mais peut-être un petit peu au-dessus de ça, en sus de tout ça, on peut simplement se poser la question si le village est tellement bon à faire respecter les contrats qui sont passés, les contrats implicites qui sont passés. Donc, parce que toute l'idée, c'est que si l'assurance informelle est basée sur cette idée de réciprocité, on a une espèce de contrat informel, il n'est pas écrit, mais il est compris, et il est effectivement respecté. Donc, mais personne n'était vraiment allé demander comment ça se passait en pratique, est-ce que ces contrats étaient vraiment respectés. Et il y a une étude d'Arun Chandrasekhar et Sithya Kinnan qui met en place des petits jeux que les gens jouent, les gens des villages que je vous ai montré, où je vous ai montré les réseaux sociaux. Donc ils reçoivent des petits revenus qui correspondent à peu près 1 jour de travail, donc c'est pas rien. Et ils reçoivent des revenus qui sont plus élevés ou plus faibles. Et ils leur demandent, dans certains groupes, ils leur demandent au début, qu'est-ce que vous êtes 2, vous recevez chacun des revenus, c'est une loterie, donc ça peut être élevé ou faible. Vous pouvez faire un plan de comment vous allez partager ces revenus. Donc, les gens écrivent leur plan. Et dans certains cas, le plan est mis en œuvre comme ils l'ont écrit. Et dans d'autres cas, on leur laisse, après coup, renégocier. Et ensuite, ils commencent à recevoir donc ils jouent, et à chaque fois qu'ils jouent, ils prennent
un jeton qui dit s'ils ont gagné le revenu élevé ou le revenu faible. Donc quand quelqu'un gagne le revenu élevé, il faudrait qu'il partage. En général, c'est ce que le plan dit. Donc presque tous les plans qui sont proposés sont des plans qui proposent un partage complet du risque. Mais ce qu'on peut voir, c'est que quand le plan n'est pas exécuté pour eux, il n'est pas exécuté du tout. Donc on voit la variabilité de la consommation effective, c'est-à-dire ce que les gens ramènent chez eux, quand les plans qui sont prévus à l'avance sont exécutés par les chercheurs, elle est faible. Et tout d'un coup, quand ce n'est pas exécuté par le chercheur, personne ne les respecte. Ex post, tout est renégocié et finalement, il y a une grande variabilité de ce qui est consommé effectivement. Et ça, c'est dans le cadre d'un village donc, où les gens se connaissent parfaitement bien. Donc, quand les plans sont exécutés par les chercheurs, les gens se transfèrent de l'argent les uns aux autres, mais pas quand c'est respecté. Ce qui est intéressant, et on en parlera plus la semaine prochaine, c'est qu'ils sont plus respectés quand les gens se connaissent très bien, c'est-à-dire quand ils sont liés directement, ils ont une relation directe, donc ils sont liés soit par une relation d'amitié, soit par une relation de famille. Là, les transferts sont élevés et la variabilité de la consommation est faible. Et quand ils ne se connaissent pas bien, même s'ils sont dans le village, ils se connaissent tous, hein, ils n'ont pas de relation directe. C'est là où on perd beaucoup en exécution. Une autre chose, c'est que si les personnes sont importantes, si une des personnes est importante dans le village, c'est-à-dire qu'elle connaît beaucoup de gens, qui connaissent aussi beaucoup de gens, alors là, les transferts sont respectés. Donc les gens qui ont du statut, disons, font suffisamment peur pour que les plans qui soient faits vis-à-vis d'eux soient respectés. Tout ça pour dire que cette idée un peu épurée que les économistes se font des relations villageoises, en fait, gagnerait beaucoup à être étudiée plus précisément dans le contexte de qu'est-ce que c'est la relation entre les gens, qu'est-ce qui se passe effectivement, quelles sont effectivement les décisions que les gens prennent, sur lesquelles ils se mettent d'accord et qu'ils mettent à exécution réellement, donc la forme beaucoup plus concrète des transferts dans des réseaux sociaux réels. Une autre question intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe avec la modernisation? Qu'est-ce qui arrive à ces réseaux informels quand l'économie devient plus intégrée, plus ou moins risquée? Et aussi, d'ailleurs, il y a potentiellement une intégration d'une assurance plus formelle. Alors, une première possibilité, c'est que quand les ménages quand les villages s'ouvrent sur l'extérieur, par exemple, qu'on construit une route, tout d'un coup, il y a moins besoin d'assurance, l'assurance locale est moins valable, et c'est plus facile de s'échapper, et donc, du coup, les schémas traditionnels d'assurance s'effondrent. Rob Townsend, qui travaille beaucoup sur l'assurance en Thaïlande, décrit ainsi deux villages, un village où toutes les institutions informelles fonctionnent très bien, et un autre où plus rien ne fonctionne. Et cet autre où plus rien ne fonctionne est un village qui est localisé près d'une route qui vient juste d'être ouverte et qui amène directement sur Bangkok. Et donc il interprète ça comme, maintenant quand les gens ont besoin c'est trop facile pour les gens de s'échapper, disons, pour faire marcher la solidarité nationale. Une autre chose qui rend les choses potentiellement difficiles, c'est quand les gens commencent à avoir accès à un compte en banque. Ils peuvent très facilement déposer leur argent à un endroit où personne ne peut le voir. Donc l'accès à la finance formelle rend les ressources moins visibles pour la communauté et enlève cette capacité d'information qui est quand même la base de la capacité à s'assurer informellement. Donc ça aussi, ça peut rendre les choses plus difficiles. Et finalement, il y a l'assurance formelle et l'assurance informelle. Donc si un village tout d'un coup a accès à l'assurance formelle, est-ce que ça va entrer en concurrence de l'assurance informelle ou est-ce que ça va être un complément de l'assurance informelle? On pourrait penser que c'est une concurrence parce que dans les moments difficiles, il y a l'assurance formelle. Ou on pourrait penser que c'est un complément parce qu'aucune des deux assurances n'étant parfaite, elles peuvent se complémenter les unes les autres et du coup se rendre plus efficaces chacune les unes les autres. Par exemple, si l'assurance formelle peut s'occuper de tous les risques agrégés, ça permet au village d'avoir toujours de quoi maintenir un minimum
un minimum de consommation qui fait que si en plus il s'assure localement pour les chocs idiosyncratiques, les chocs individuels, on arrive, en combinant les deux, à avoir une bonne stabilité des revenus. Mais ça peut jouer dans un sens ou dans l'autre. Ce qui nous emmène justement à parler de l'assurance formelle. Est-ce que toutes ces idées d'assurance informelle, est-ce qu'aujourd'hui finalement c'est caduque parce que il y a la possibilité d'avoir accès à l'assurance comme nous, comme nos compagnies d'assurance? Alors, dans le livre d'Imai, il y a un assureur. Donc, le père d'Imai a perdu son bateau, mais sa femme dit heureusement qu'on l'avait assuré. Heureusement qu'on était prévoyant. Notre assureur va nous aider. Donc, ils vont en ville pour aller voir l'assureur, déclarer les dégâts et se faire compenser. Et là, l'assureur leur dit « Désolé, mais vous n'aviez pas l'option inondation. Et donc, je ne peux pas vous assurer. » Alors, ils ne sont pas contents, évidemment. Il dit « Je sais bien que c'est décevant, mais je ne peux pas régler tous les problèmes, sinon c'est moi qui vais faire faillite, je suis assureur, pas bienfaiteur. » Alors, c'est peut-être par introspection, c'est une histoire comme ça qui vous est arrivée à un moment ou à un autre. Mais la réalité, c'est que l'assurance formelle est pleine de trous, parce qu'elle assure pour un certain nombre d'événements et pas les autres. Et cela rend l'assurance très difficile. Alors, il y a quelques années, l'assurance était le nouvel Eldorado des entreprises, un petit peu social business, qui voulaient avoir faire des choses bonnes pour le monde, mais en même temps gagner de l'argent. Voilà, tous ces gens qui ont besoin qui font face à un risque important, qui n'arrivent pas à gérer le risque de manière individuelle ou même dans le village, on peut les assurer, on peut gagner de l'argent tout en rendant un service. C'est formidable. Donc l'assurance était devenue un petit peu la nouvelle ruée vers l'or. Mais le problème fondamental des assureurs formels, c'est que eux ont des problèmes terribles d'information. L'assureur est loin, il ne peut pas du tout savoir ce qui s'est passé individuellement, sur une ferme individuelle ou sur un lac individuel, pourquoi le bateau a été perdu. Ils ne peuvent pas rentrer dans ces détails-là. Ce n'est pas possible. D'autant plus que les sommes sont faibles et que donc les coûts administratifs sont très élevés. Alors un exemple qu'on donne dans Repenser la pauvreté, c'était un exemple qui nous avait été donné par Nachiket Moore, qui était le numéro 2 d'une très grosse banque en Inde, ICICI Bank, qui a aussi une compagnie d'assurance qui s'appelle ICICI Lombard. Et ICICI Lombard avait eu cette idée de créer un programme d'assurance pour les vaches. Donc si quelqu'un perdait sa vache, qu'il puisse être compensé. Mais ils n'avaient pas envie de payer pour des vaches qui en fait étaient encore en pleine forme. Donc les personnes qui perdaient leurs vaches devaient fournir les oreilles de la vache. Suite à quoi s'est développé dans cette région-là tout un marché d'oreilles de vaches qui permettait donc d'avoir accès aux primes d'assurance tout en gardant sa vache. Donc c'est juste pour donner un exemple qui sont des problèmes réels auxquels font face les assurances, surtout pour des petits produits. Le résultat, c'est que les seuls produits qui sont possibles sont des produits qui sont extrêmement simples et qui ne dépendent que d'événements qui peuvent être observés par tout le monde ou qui sont tellement évidents qu'ils sont observables par tout le monde. Donc qu'est-ce que ça peut être ? L'assurance pour la santé, on ne va pas assurer quelqu'un comme nous avec la sécurité sociale où on peut être assuré pour des petites choses et des grandes choses, pour aller chez le médecin, pour les médicaments, etc. En Inde, où il y a un programme d'assurance, c'est un programme d'assurance hospitalisation. Donc il n'y a pas de transfert financier impliqué. Si vous avez une carte, que vous avez besoin d'aller à l'hôpital, eh bien, vous allez à l'hôpital avec votre carte et vous ne payez pas. Donc il n'y a pas de problème de remboursement. Il y a peut-être des gens qui vont aller à l'hôpital trop souvent, le cas échéant, mais au moins on observe l'événement. La personne est venue avec sa carte. Donc ça, c'est un grand type d'assurance.
l'assurance hospitalisation exclusivement, avec des hôpitaux qui font partie d'un réseau, et donc il n'y a pas d'argent échangé entre le patient et l'hôpital. L'autre type d'assurance qu'on trouve fréquemment, c'est l'assurance sécheresse, donc peut-être que c'est ça qu'ils avaient pris, où si l'assurance, ce que couvre, ça c'est une explication de l'assurance sécheresse pour les ménages, il y a une jauge. Il y a des jauges qui sont réparties un petit peu partout, et quand la jauge passe sous un niveau critique, il y a un transfert financier qui est fait. Donc en fait, c'est vraiment un produit qui est un produit financier, c'est-à-dire que vous pouvez décider d'acheter 100 d'assurance, et vos 100 d'assurance vont vous payer en fonction de ce qui se passe sur la jauge, quel que soit l'état de votre ferme à vous. Donc aussi bien quelqu'un peut avoir une récolte tout à fait correcte, mais la jauge est faible et il sera payé quand même, ou inversement, quelqu'un peut avoir une récolte terrible pour une raison qui a à voir avec la pluie ou pas. D'ailleurs, il ne sera pas payé si la jauge qui est la plus proche de chez lui, qui la concerne, n'a pas baissé en dessous de ça. Donc la raison pour laquelle il n'y a que ces produits d'assurance-là qui existent, c'est parce que c'est les seuls qu'on puisse administrer de manière réaliste dans les circonstances des pays en développement. Mais le problème donc l'exemple du Ghana que je vous ai donné, où les gens qui étaient couverts par une assurance faisaient plus d'investissements, c'était ce type d'assurance pour le temps, donc ce type d'assurance qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire basée sur un index et sur aucune caractéristique, aucune circonstance individuelle. Donc, je vous ai montré dans l'étude sur le Ghana qu'il y avait un fort besoin d'assurance et que les gens qui avaient eu accès à l'assurance gratuitement produisaient plus, avaient moins de famine plus tard, etc. Donc, il y avait clairement un bénéfice de l'assurance. Par contre, il n'y a pas de demande pour l'assurance. Donc ça, c'est le prix. Ils ont essayé de faire payer l'assurance, soit zéro, dans ce cas-là, tout le monde la prend. C'est là où on a vu l'exemple que je vous ai donné, c'était les gens qui ont eu l'assurance pour rien. Et puis de faire payer par acre, donc 1 c'est 10, 3, 4, 6. Pour ne pas perdre l'argent, il faudrait que la compagnie d'assurance charge 9,5. 9,5, c'est le coût minimum pour qu'on appelle actuariellement honnête. L'assurance ne gagne pas d'argent, elle ne perd pas d'argent. Donc l'assurance devrait au moins payer 9,5 CDI pour couvrir ses frais, et on voit qu'à 9,5, la demande est de 40%, et un tout petit peu au-dessus, à 12, elle passe ça c'est le minimum, et si vous rajoutez les frais administratifs, ce serait 12, et à 12, il n'y a plus de demande. En gros, il y a moins de 20% des gens qui veulent le produit. Donc il y a peu de demandes pour l'assurance, et encore, c'était plus populaire ici que dans d'autres circonstances. Voilà plusieurs études qui montrent la demande pour l'assurance par rapport au coût qu'il faudrait faire payer, donc c'est en dessous de 10%. En gros, la demande est forte quand les gens n'ont pas besoin de payer, et elle baisse très très rapidement dès qu'on leur demande de payer pour l'assurance. Donc ce n'est pas un service pour lequel les gens ont envie de payer. Un exemple de ça, c'est une des études un petit peu catastrophiques que j'ai fait en Inde, avec une organisation de microcrédit qui a eu l'idée géniale d'introduire une assurance hospitalisation, donc une de ces assurances paramétriques, mais pour l'hospitalisation. Donc c'est une carte qu'ils avaient, avec laquelle ils pouvaient aller à l'hôpital. Donc ils se sont dit qu'il fallait qu'ils forcent les gens de prendre l'assurance, parce que comme ça, tout le monde la prend, et ça fait baisser le coût. Parce qu'on sait que ce n'est pas les gens qui sont malades qui ont pris l'assurance, puisque tout le monde l'a pris. Il suffisait d'être client de cette institution de microfinance pour devenir client de l'assurance. Donc c'était ça leur idée géniale, c'est que d'une part, ça allait réduire les coûts, puis ça créait ce qu'on appelle un pool qui n'est pas particulièrement risqué, qui a accès à l'assurance. Mais le problème qui leur est arrivé, c'est que quand ils ont... Et en plus, ça permettait de payer pour les gens, puisque c'était le prix de l'assurance, qui n'était pas très élevé, était rajouté sur les paiements qu'ils faisaient tous les mois pour rembourser leur crédit. Donc ils étaient très contents d'eux, nous aussi on était très contents d'eux. Donc on a décidé d'essayer d'évaluer ce projet. Mais quand ils l'ont lancé,
les gens détestaient tellement le produit qu'immédiatement après le lancement, 20% des gens sont partis de l'organisation de microfinance pour ne pas avoir à payer le petit prix supplémentaire qui leur donnait accès à l'assurance santé. Donc du coup, tous les problèmes de constitution d'un pool, etc., sont revenus puisqu'il n'y a plus que les gens qui étaient malades qui étaient restés sur le programme. Mais c'est pour dire à quel point les gens n'aimaient pas du tout cette idée. Alors pourquoi ils n'aimaient pas cette idée ? Une des raisons, c'est que ces produits, justement, sont tellement pleins de trous. Alors quels sont ces trous ? C'est ce qu'on appelle le risque de base en assurance, c'est-à-dire il reste toujours un risque quand vous avez un produit paramétrique, il reste toujours un risque. Par exemple, si c'est une question un de ces produits qui est basé sur la pluie, il y a une jauge qui est là. Cette première ferme, elle est proche de la jauge, donc elle réagit assez bien à la jauge. Mais cette ferme-là, elle n'est pas si éloignée de la jauge, mais c'est sa jauge la plus proche, donc c'est celle qui va compter pour elle. Mais entre-temps, il y a une montagne, et aussi bien il pleut ici, la jauge se dit qu'il n'y a pas de problème, mais ici, il ne pleut pas du tout. Et du coup, ce fermier-là, il a vu qu'il n'a pas plu, ses récoltes n'ont pas marché, mais il n'est pas remboursé parce que c'est pas la jauge qu'il concernait n'est pas passée sous le seuil critique. Donc c'est ça le risque de base, c'est indépendamment de ce que les gens font, il y a toute une partie du risque qui n'est pas couvert. Pour l'assurance hospitalisation, tout ce qui n'est pas hospitalisation, ce n'est pas couvert. Donc par exemple, quand on essayait d'étudier ce pauvre programme d'assurance santé, là, où les seuls gens qui sont restés, on était allé dans un village où les gens étaient vraiment furieux parce qu'il y a un monsieur qui était très malade, il était tellement très malade qu'il est mort. Mais avant de mourir, il a quand même beaucoup dépensé en médicaments, etc. Et sa veuve est allée demander qu'on lui rembourse ses médicaments, et on lui a dit, un petit peu comme l'histoire du bateau, mais c'est une assurance hospitalisation, votre mari n'a jamais été hospitalisé, donc il n'est pas éligible à un remboursement. Donc, du point de vue de l'assurance, c'est pour ça qu'on a essayé de décrire un petit peu le dilemme de l'assureur dans le cas du bateau. Du point de vue de l'assurance, c'est pas, ils appliquent les règles qui correspondent au contrat qui a été signé. Du point de vue de la personne, c'était vraiment, ils étaient furieux parce qu'ils disaient c'est quand même clair qu'il était malade, il en est mort. Donc, ces risques de base, d'une part, ça rend le programme pas tellement attirant, parce qu'il reste des risques, d'autre part, il est difficile à lire. Et puis, il y a une question de confiance qui est quand même très forte. Là, par exemple, donc dans l'histoire d'Ima, et après, les gens se disent « mais c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Le bateau a été enlevé par l'assurance, on a payé pendant des années. Les enfants essayent de persuader l'assureur, etc. » Dans la première version de l'histoire, ils essayent tellement de les persuader, que j'avais écrite, ils essayaient tellement de les persuader que finalement l'assureur décidait qu'il allait quand même les rembourser. Et j'ai fait lire l'histoire à mon mari, à Brigitte Banerjee, qui m'a dit « mais c'est pas comme ça que ça se passe, hein, l'assureur. » Donc du coup, on a changé la fin, et je vais vous dire ce qui est la fin. C'était vraiment trop Deus ex machina. Donc, dans ces contextes de risque de base, quelles sont les barrières qui limitent l'accès à l'assurance ? Donc d'abord, il y a la confiance. Donc dans ces circonstances où on est payé parfois, on n'est pas payé parfois, c'est pas forcément entièrement clair quelles sont les règles, etc. Il faut vraiment avoir extrêmement confiance dans cette entreprise qui vient de loin et qui clairement veut gagner de l'argent pour prendre l'assurance, et les fermiers n'ont pas cette confiance. Donc il y a une expérience qui a essayé de varier ça en disant, en s'assurant le parrainage d'une organisation qui travaillait dans le village. Si l'assurance est parrainée par l'organisation qui travaillait dans le village, qui est là depuis longtemps, ça fait augmenter un petit peu la demande. Donc on voit qu'il y a un certain effet de la confiance. Il peut aussi y avoir un problème de liquidité. Indépendamment de la confiance, peut-être que les fermiers aimeraient bien souscrire une assurance, mais en général, on leur demande de payer avant la récolte. Or, avant la récolte, ils n'ont pas forcément d'argent, ou ils n'ont pas envie de le dépenser à ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de les faire payer après, si la récolte est bonne? Et si la récolte n'est pas bonne, forcément, le paiement de l'assurance serait déduit de ce qu'on leur doit. Et
Et est-ce qu'on peut, donc je vous ai montré un poster qui essayait d'expliquer l'assurance contre la sécheresse, et le poster est franchement un petit peu compliqué. Donc peut-être qu'on pourrait faire mieux pour expliquer pourquoi le produit est comme ça, pourquoi il est constitué comme ça, et qu'est-ce qu'il couvre, qu'est-ce qu'il ne couvre pas. Donc une question d'information. Dans le cadre, dans l'étude de Sean Cole, la même qui avait donné la confiance, là, qui avait essayé de mettre la confiance, une étude d'information très très détaillée avait fini par faire augmenter un petit peu l'intérêt, mais elle coûtait plus cher que le produit lui-même, donc ça ne valait pas vraiment le coup. Alors je vais vous montrer deux études, une sur la liquidité et une sur l'information. Sur la liquidité, très prometteur, une étude de Casaburi et Willis au Kenya sur des fermiers qui cultivent de la canne à sucre. Et c'est un environnement plus simple parce que les fermiers de canne à sucre sont tous... le problème de faire payer après, c'est qu'on peut revenir après et les fermiers disent « Désolé, je n'ai pas d'argent finalement, je ne vous paye pas. En fait, j'en voulais pas vraiment de votre assurance. » Dans le cas de la canne à sucre ou dans d'autres filières où les fermiers vendent leurs produits tous à la même personne, par exemple à des producteurs de café qui vendent à une coopérative, des producteurs de canne à sucre qui vendent à une coopérative, la coopérative il y a déjà beaucoup de systèmes, par exemple il y a beaucoup d'emprunts, de prêts qui sont faits pour les intrants, qui sont remboursés au moment de la récolte, parce que tous les fermiers viennent pour vendre leur récolte de toute façon, donc on peut assez facilement déduire les coûts. Donc dans ce contexte-là, ils avaient constitué une expérience pour voir si c'était possible de proposer une assurance contre le temps, à nouveau, contre le mauvais temps aux fermiers. Donc il y a une expérience où il y a 3 groupes. Un groupe qui paye comme d'habitude, qui paye à l'avance. Un groupe qui paye à l'avance, mais une réduction de 30%, donc assez significative. Et un groupe qui paye le plein pot, mais au moment de la récolte. Et on voit que donc 5% des fermiers, assez classiques, personne n'en veut, 5% prennent quand on doit payer à l'avance. Leur donner un discount, ça ne marche pas vraiment. Mais par contre, leur proposer de payer après fait augmenter la participation jusqu'à 72%. Donc c'est un effet très important. Alors peut-être que ça joue sur il y a une question, pourquoi c'est comme ça? Ça peut être une question de confiance, ça peut être une question de liquidité. Mais alors, ce n'est pas juste une question de liquidité, parce que quand il y a un traitement, dans un sous-traitement, ils donnent aux fermiers une somme d'argent, et ils leur disent, bon, vous pouvez soit la garder, soit vous pouvez l'utiliser pour acheter une assurance. Et quand ils font ça, ça augmente un petit peu la prise de 13% à 33%, mais c'est quand même moins que les fermiers qui n'ont pas de paiement et qui doivent payer à la fin, et c'est moins que ceux qui reçoivent un paiement et doivent aussi payer à la fin. Donc en fait, ce n'est pas juste la liquidité, parce que quand on leur donne de l'argent, ils ont d'autres usages pour cet argent qui sont prioritaires par rapport à l'assurance. Donc c'est plutôt une question de futur, plutôt une question de se projeter dans le futur. En particulier, quand on propose aux gens de payer, de recevoir un paiement en liquide, on propose aux gens l'assurance ou un paiement en liquide maintenant ou dans un mois. Les gens, si c'est dans un mois, ils ont beaucoup plus de chances de prendre l'assurance. Donc ils se disent, oui, si c'est dans un mois, je prendrai plutôt l'assurance. S'ils doivent décider maintenant pour dans un mois, ils ont plus de chances de choisir l'assurance. Sur l'information, je vais parler beaucoup plus de ça la semaine prochaine, parce qu'on va parler de réseau social. Mais juste pour dire qu'une session d'information bien faite, c'est un programme sur une étude de Jinkai sur une assurance aussi sur le mauvais temps pour le riz, pour les cultivateurs de riz, qui est subventionné très largement à 70%, qui étudie l'impact de sessions d'information. Elle trouve des effets importants des sessions d'information. Elle trouve aussi que l'information circule, ce qui fait que en fait, ça rend potentiellement faisable d'avoir des sessions d'information, même des sessions d'information qui coûtent cher, qui sont bien faites, parce qu'en fait, quand des fermiers sont informés, leurs amis seront informés également. On va revenir sur cette étude la semaine prochaine.
Mais donc ça montre peut-être qu'il y a du potentiel quand même de se donner du temps, de bien expliquer la nature d'un projet. Parce que quand on explique bien la nature de l'assurance, non seulement les gens qui reçoivent cette information ont plus de chances de souscrire, mais ils sont aussi capables de l'expliquer à leurs amis. Comme la source du problème, donc ça c'est alors on peut essayer d'agir sur ces phases, mais comme la source du problème c'est le risque de base, il semble assez naturel que réduire le risque de base permettrait de réduire un certain nombre de ces problèmes. C'est-à-dire si les gens étaient mieux assurés par ces produits paramétriques, si les produits paramétriques étaient plus performants, déjà il y aurait plus de demandes au départ, et en plus, il y aurait moins de problèmes de confiance qui sont liés au fait que ces programmes sont pleins de trous. Là, on en est tout au début. On voit que les données satellitaires se sont nettement améliorées. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant, à droite, comme données satellitaires venant des satellites sur la NASA pour essayer de décrire l'état des cultures. C'était quand même très très flou jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, il y a des satellites à bien meilleure résolution, des images satellitaires à bien meilleure résolution. On peut créer une assurance qui permet donc de voir qu'est-ce qui s'est passé dans un champ spécifique, ou au moins dans un village, de manière beaucoup plus précise que si on doit attendre, si on doit juste utiliser les jauges, comme c'est le cas encore dans la grande majorité des produits. Donc il y a des études qui sont en cours, mais on en est vraiment tout au début, des études qui sont en cours de combiner les méthodes traditionnelles, comme les jauges des stations météorologiques, avec les images satellitaires qui nous donnent une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe sur chaque pixel de Terre, pour construire des produits d'assurance qui soient plus spécifiques à chaque personne. Un exemple qui montre que ça pourrait marcher, c'est une étude de Mobarak et Rosenzweig qui font quelque chose beaucoup plus low-tech, qui est simplement de mettre une jauge de plus dans un village où il n'y a pas de jauge, de rajouter une jauge. Donc le village n'a pas besoin d'utiliser la jauge d'à côté. Et ils montrent que dès qu'un village a sa propre jauge, la demande pour l'assurance augmente. Donc les gens, peut-être à la fois parce que c'est plus précis, aussi parce que peut-être ils voient directement qu'on s'occupe d'eux spécifiquement. Donc réduire le risque de base, et avec ces données satellitaires, ça deviendra possible, mais c'est encore dans le futur, permettrait à la fois de rendre les programmes plus performants et donc d'augmenter la demande pour eux. Donc, mais cela dit, il reste quand même le fait que les produits d'assurance aujourd'hui sont très imparfaits, en particulier contre les risques importants. Donc les gens n'arrivent pas à s'assurer tout seuls. Le village n'arrive pas à assurer complètement les gens. L'assurance informelle n'a pas encore rempli ses promesses. Et donc, il reste le gouvernement. Et c'est pour ça que, donc dans mon histoire, où au départ, l'agent d'assurance avait un changement voyait finalement la révélation sur le chemin de Damas, le Deus ex machina de mon histoire, c'est de manière beaucoup plus réaliste, l'agent du gouvernement qui lit l'histoire que les enfants ont écrite dans le papier pour se plaindre et qui vient les voir et leur dit « Mais vous savez, vous avez été soumis à une catastrophe naturelle, vous avez des droits. » En cas de catastrophe, il y a des plans d'action qui se déclenchent, et c'est vrai, il y a des plans d'action qui se déclenchent en cas d'inondation, en cas de sécheresse, etc. Et finalement, c'est le gouvernement, c'est-à-dire la société dans son ensemble, qui est l'assureur de dernier ressort pour tout ce qui est catastrophe, en tout cas. C'est ce qui explique, en cas de catastrophe naturelle, le gouvernement active les aides d'urgence, vous avez droit d'être secouru et compensé pour vos pertes. Alors, quels sont les effets de ces programmes ? On les a vus un petit peu en action au moment de la pandémie de Covid, qui est une espèce de gros choc agrégé pour tout le monde. En Colombie, il y a un programme de transfert social qui a été mis en place pour le Covid, qui a fait l'objet d'une évaluation aléatoire. On trouve un effet relativement modeste, mais positif, sur le bien-être des ménages.
En Inde, j'ai fait l'évaluation d'un programme minimum vieillesse qui n'est pas un programme d'assurance particulièrement, mais il se trouve qu'il a été commencé pendant la période de Covid. Or, pendant le Covid, où les gens étaient vraiment très très pauvres, il y a eu un effet très fort de ces effets, de ce programme qui est très très limité, qui n'est pas du tout élevé, de ces transferts très faibles sur le bien-être psychologique, physique et financier de ces familles, alors qu'il n'a pas d'autres, c'est un transfert très faible, qu'il n'y a pas d'autres impacts à ces moments. Donc ça montre le rôle d'un transfert financier que le gouvernement peut faire au bon moment pour des ménages qui sont vraiment dans le dénuement après un choc. Les grandes questions qui sont liées à donc la capacité des gouvernements d'assurer, c'est la capacité d'agir vite, les problèmes de ciblage et les types d'aide. C'est-à-dire, c'est lié évidemment, le type d'aide qu'on peut donner est lié à. C'est une question qui est intimement liée à la fois à la rapidité d'action et au ciblage. Donc pour améliorer la réponse et la rapidité d'action des gouvernements, on peut agir sur ces trois sujets. On avait un petit peu déjà parlé du programme Novici au Togo, qui est un exemple d'assurance gouvernementale, puisque c'était une réponse dès qu'ils avaient besoin de fermer une ville à cause de l'épidémie de Covid. Ils voulaient pouvoir compenser les gens les plus pauvres. Au départ, ils n'avaient pas de système pour le place, ils n'avaient même pas de registre pour savoir qui avait besoin, qui était pauvre, qui avait besoin d'un transfert. Ils ont réussi à monter, et ils n'avaient pas non plus de moyens de contacter, de payer les gens rapidement. Ils ont réussi à mettre en place un système extraordinairement rapidement, basé sur un système similaire à M-Pesa, avec les téléphones portables, avec les téléphones mobiles, qui s'appelle Novici. Et pour faire le ciblage, ils ont utilisé une combinaison de données satellitaires qui leur disait qu'un village était particulièrement pauvre. Donc en utilisant de l'imagerie satellitaire sur l'électrification, la densité des cultures, etc., ils arrivent à identifier les cantons les plus pauvres. Donc ils sélectionnent une centaine de cantons comme ça. Et ensuite, à l'intérieur de ces cantons, faire un ciblage sur les gens les plus pauvres en utilisant des données de téléphone. C'est-à-dire, est-ce que les gens utilisent beaucoup leur téléphone ou pas, qui sont des données. Donc toutes ces données sont disponibles très rapidement. C'est une donnée qui a réussi, c'est une méthode qui a réussi à donner une assez grande spécificité, une assez grande précision, en particulier en comparant le village traditionnel. Donc le nouveau système est à la fois à moins d'erreurs d'exclusion et moins d'erreurs d'inclusion que le système traditionnel. Et de toute façon, le système traditionnel n'était pas faisable dans une situation urgente. Donc c'est un système, un pilote très intéressant justement pour des programmes d'aide d'urgence, d'utiliser que des données qui sont immédiatement accessibles, qui peuvent être préparées. En plus là, ils ont été obligés de tout inventer sur le tas, mais qui peut être préparé à l'amont, d'utiliser un transfert par téléphone qui peut à nouveau être fait sans aller voir les gens et donc fait de manière relativement rapide. Mais du coup, il faut se poser la question, est-ce que quand les gens reçoivent de l'argent sur leur téléphone, est-ce qu'ils sont capables de l'utiliser, est-ce qu'ils l'utilisent bien, etc. On en avait un petit peu parlé quand on parlait de protection sociale, qui en gros, il n'y a aucune donnée qui nous dise que les gens utilisent mal l'argent quand ils reçoivent de l'argent. Mais depuis l'année dernière, il y a une nouvelle étude de Rima Anna Ben-Olken et d'autres en Indonésie qui montre l'effet pour un gouvernement sur une expérience à très très grande échelle en Indonésie. Le gouvernement est passé d'une distribution en nature de riz aux ménages pauvres à une distribution sous forme électronique. C'est des espèces de tickets alimentaires. En fait, c'est comme des bons restaurants que les gens reçoivent. Et ce qui montre, c'est que les tickets restaurants sont beaucoup mieux ciblés
parce que donc ça, c'est l'argent que les gens reçoivent effectivement, soit sous forme de riz, soit sous forme de tickets restaurant, en fonction de leur pauvreté. Et on voit que les plus pauvres reçoivent beaucoup plus des fonds qui leur sont dus quand ils arrivent sous forme électronique. La raison étant que, dans le système traditionnel, il y a beaucoup de gens qui se servent au passage, le riz n'arrive pas où il devrait arriver, il y en a qui est perdu, il y en a qui est mangé par les rats, etc. Tout ça ne se produit pas quand on a des transferts électroniques comme ça. Et par ailleurs, l'argent est... ça c'est un autre... On a sauté, oui. Par ailleurs, l'argent est bien dépensé et la pauvreté baisse dans ces régions. Donc tout ça pour dire que les gouvernements peuvent améliorer leur réactivité en mettant en place des systèmes d'aide rapide qui sont déclenchés par des conditions locales qui peuvent être une inondation, une sécheresse, un tremblement de terre, etc. Et qu'ils bénéficieraient d'être un peu près en ayant tous les ménages inscrits dans un registre, prêts à être, et déjà prêts à recevoir l'argent sur leur téléphone. Donc ça, c'est pas prêt dans tous les pays. On a vu au Togo que ça peut être organisé, même si c'est pas prêt. Mais effectivement, c'est encore mieux d'être déjà organisé. Encore mieux, une étape plus loin, donc à part d'être réactif, c'est d'être proactif et de pouvoir transférer de l'argent aux ménages avant que l'incident se produise. Parce qu'aujourd'hui, il y a des capacités que Google en particulier développe le plus possible de prévoir, grâce à l'intelligence artificielle, des modèles de prédiction, en fait, de prévoir en fonction de toute une série de données sur la météo, les champs, l'état des champs, etc. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent, mais de toute façon, toutes ces bases de données manquent de transparence, mais enfin, toute une série de données. On peut en faire une grande soupe et prédire où il y a une chance assez forte d'y avoir une inondation, une sécheresse, etc. Or, si on le sait, on peut alors faire mieux que l'assurance, c'est-à-dire payer à l'avance aux ménages qui seront affectés avec une très forte probabilité par cette catastrophe. Ce qui permet aux ménages, du coup, de se préparer. Donc ça, c'est quelque chose qui commence juste, c'est balbutiement. Mais en juillet 2020, il y a eu une énorme inondation au Bangladesh et le Programme alimentaire mondial a envoyé un transfert, avait prévu d'envoyer un transfert de $53 par de l'argent mobile au Bangladesh à plus de 20 000 ménages qui habitaient le long de la rivière Jamuna qui s'apprêtaient à subir des inondations graves. Donc là, ce n'était pas vraiment basé sur des modèles très sophistiqués de machine learning, etc. Mais la rivière allait déborder, donc ce n'était pas encore débordé, mais ça allait déborder. Donc les ménages devaient recevoir cet argent. Ce n'était pas prévu comme une évaluation. Mais entre-temps, le Covid est arrivé et du coup, une grosse proportion des ménages qui auraient dû être couverts par ce programme n'ont pas été parce qu'on n'a pas pu les joindre à temps. Et du coup, il y a un article de Popple et Derken et d'autres qui montre que les ménages, c'est une table où c'est écrit petit, mais c'est pour vous dire que les ménages se ressemblent, qui ont été couverts ou pas couverts. Ils ont tous subi l'inondation finalement. Mais ceux qui ont eu le transfert à l'avance ou pas se ressemblent. Et ceux qui ont pu avoir le transfert à l'avance, en général, s'en sont beaucoup mieux sortis que ceux qui n'ont pas eu le transfert à l'avance. La consommation des enfants était plus élevée, la perte de leurs biens était plus faible. Ils ont fait plus d'actions préventives, comme aller en ville, par exemple, ou ranger leurs affaires, les mettre en haut. Ils ont eu moins besoin d'emprunter.
et ils ont plus conservé leur capacité de gagner de l'argent, justement parce qu'ils ont pu protéger leurs biens, protéger leurs vaches, etc., ayant reçu l'argent à l'avance. Donc là, tout le monde savait qu'il allait y avoir une inondation, mais le fait d'avoir de l'argent permettait aux gens de prendre des précautions. Donc cette idée de transfert préventif est quelque chose qui est très prometteur, en particulier dans les circonstances que nous allons vivre, que nous vivons déjà, mais que nous allons vivre de plus en plus avec le changement climatique qui crée des conditions extrêmes de plus en plus fréquemment. Donc ça, c'est anticipé juste avant qu'un événement se passe. On pourrait anticiper, aller un peu plus loin et anticiper encore mieux. D'abord en améliorant les récoltes pour réduire l'exposition au risque des ménages, en les aidant à diversifier leurs revenus, en les aidant à mieux anticiper les variations qui vont se produire, et finalement, puisque ce sont les pauvres, et en particulier les extrêmement pauvres, qui pâtissent le plus du risque, en éliminant la pauvreté elle-même. Alors, parlons un petit peu de chacun de ces aspects. D'abord, les cultures plus résistantes. Donc, il y a des cultures il y a des variétés de cultures qui sont développées pour devenir plus résistantes, soit à la sécheresse, soit aux inondations, etc. Et il y a plusieurs études qui montrent leur impact. Ça, c'est une étude, il y a une étude d'Emmerich, celle qui est le plus citée peut-être, c'est une étude d'Emmerich et autres en Odisha, en Inde, qui compare des fermiers qui reçoivent des mini-kits, c'est-à-dire des kits pour essayer des tests, des mini-kits de riz résistants aux inondations. Donc c'est la variété Swarna Sub 1, comparée à d'autres fermiers. Bon, en moyenne, c'est une variété qui a de meilleurs rendements, mais surtout dans les zones les plus inondées. Donc ça, c'est le nombre de jours d'inondation. Les rendements sont à peu près les mêmes quand il n'y a pas trop de jours d'inondation, mais quand il y a plus de jours d'inondation, il y a du revenu plus élevé. Les fermiers cultivent plus, ils mettent plus d'hectares en cultivation quand ils sont en culture. Ils mettent plus d'hectares en culture quand ils ont une variété résistante, parce qu'ils savent qu'elle a plus de chances de réussir. Ils utilisent plus d'engrais, ils utilisent des techniques plus perfectionnées, ils ont plus de chances de cultiver en ligne, par exemple, etc. Et du coup, leurs rendements sont plus élevés, même quand il n'y a pas d'inondation. Parce que leur rendement et leur profit, etc., parce qu'ils investissent plus dans les cultures, sachant qu'il y a plus de chances que les cultures soient résistantes. Donc, d'avoir accès à des cultures plus résistantes à ces chocs, finalement, produit un petit peu le même type d'effet que d'avoir accès à l'assurance. Donc la première chose, on peut comme ça diversifier ses revenus. On peut rendre les cultures elles-mêmes plus résistantes. On peut aussi aider les ménages à diversifier, à se rendre eux plus résilients en diversifiant leurs possibilités de gagner de l'argent. On a dit qu'ils le faisaient déjà eux-mêmes, mais ils le font dans la mesure de leur capacité. Est-ce qu'on peut augmenter leur capacité pour qu'ils puissent plus le faire? Donc, il y a une étude au Nicaragua de Karen McCourt et co-auteurs qui compare un groupe de contrôle tout le monde reçoit un transfert social, c'est dans le cadre du programme REDS de protection sociale, donc tout le monde reçoit un transfert social. En plus, tout le monde reçoit un transfert social, ça c'est le groupe de contrôle. En plus de ça, il y a un groupe qui reçoit une formation pour apprendre des métiers, et un groupe qui reçoit une bourse pour pouvoir s'acheter de quoi démarrer une activité non agricole. Bon, on voit que recevoir une formation, ça ne fait pas trop de différence sur le travail indépendant non agricole, mais par contre, recevoir une bourse pour le faire augmente d'à peu près 10% le fait que les gens commencent une activité non agricole. Du coup, ils sont plus diversifiés, et comme ils sont plus diversifiés, ils résistent mieux aux chocs. Ils consomment plus en moyenne déjà. Leur impact, en comparant au groupe de contrôle, le groupe qui reçoit juste le transfert usuel augmente sa consommation de 5%, tandis que le groupe qui reçoit le transfert usuel plus la bourse pour commencer une activité non agricole l'augmente de 10%, donc ça double l'effet. Et surtout, ça augmente la résilience face au choc. Donc, quand il y a un choc,
par exemple un choc de mauvais temps ou un choc de santé, ou quel que soit le choc dont on parle. Le groupe de contrôle réduit sa consommation de 7%. Vous vous souvenez sans doute pas, mais c'était exactement le chiffre qu'on a trouvé qui avait été trouvé au Kenya aussi, au début du cours. Quand il y a un choc, en moyenne, la baisse de consommation, c'est de 7%. Le groupe de traitement, pareil. Mais le groupe en particulier qui a reçu la formation, le choc les affecte moins. Et le groupe qui a reçu la bourse pour commencer une entreprise non agricole n'est pas du tout affecté par le choc. Donc d'avoir comme ça cette possibilité de diversifier ses revenus, de faire de manière plus efficace, peut-être plus sérieuse, plus complète que dans les circonstances normales, permet d'augmenter la résilience vis-à-vis des chocs. Donc la dernière chose qu'on peut faire, ou la troisième chose qu'on peut faire, c'est donner aux ménages plus de moyens pour prévoir ce qui les attend, pour leur permettre d'adapter, puisqu'on voit qu'ils déjà le font dans le maximum de leurs possibilités, d'adapter leur comportement aux risques futurs. S'ils étaient mieux informés pour le faire, ils le feraient mieux, ils le feraient plus efficacement. Or, parfois l'information existe, mais elle n'est simplement pas communiquée. En Inde, pour la plupart des fermiers, la grosse source d'incertitude, c'est quand la mousson va démarrer. Est-ce que c'est une mousson tardive ou est-ce que c'est une mousson qui vient tôt? Quand la mousson est tardive, ça affecte énormément les récoltes négativement. Or, il y a énormément de variations dans quand la mousson commence. En moyenne, elle commence à des moments différents dans différents endroits, entre mai et juillet. En mai, dans l'est du pays, et ça va jusqu'en juillet dans l'ouest du pays, dans le nord-ouest du pays. Mais au-delà de ces variations qui sont connues, ce n'est pas des variations, ce n'est pas un risque, c'est en moyenne, il y a aussi une forte variation dans la variabilité. Donc, dans certains endroits, la variabilité d'année sur année est de moins de 10 jours, mais dans d'autres endroits, elle peut atteindre jusqu'à 17 jours ou 20 jours. Donc, si les fermiers ne savent pas quand la mousson va commencer, tout leur programme de plantation, etc., est affecté par la mousson. Du coup, ils peuvent planter trop tôt et du coup, les récoltes périssent avant d'être arrosées, ou le contraire. Donc, dans ce programme, ce qu'ils ont fait, c'est simplement de dire aux gens, voilà, ils sont allés dans certains villages et ils les ont informés sur le timing de la mousson. Alors, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui est déjà fait? C'est intéressant parce que les données existent, l'information existe, elle est produite par un laboratoire en Hollande. Donc cette information est très précise, ils sont très forts, ils arrivent à très très bien prédire en fonction des données historiques à quel moment la mousson va commencer. Donc pourquoi ce n'est pas une information qui existe déjà? C'est une bonne question auquel je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, dans ce cas-là, ils leur ont simplement dit quand la mousson aura lieu. Donc il y a des gens qui il y a des gens qui pensaient que donc là c'est pour une donnée, c'était dans une région particulière, c'était la date qui était prévue par ce laboratoire. Alors, il y a des gens qui pensent que il y a pas mal de gens qui pensaient que ce serait plus tôt, puis il y a aussi des gens qui pensaient que ce serait plus tard. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils disent voilà, on va dire que tout cela là, ils étaient trop optimistes et tout cela, ils étaient trop pessimistes. Donc quand on leur donne l'information, les optimistes devraient devenir plus pessimistes et les pessimistes devraient devenir plus optimistes. Et du coup, les optimistes, donc ceux qui sont trop optimistes ont reçu une mauvaise nouvelle, ceux qui sont au milieu, là, ils avaient à peu près raison, donc ils ont reçu une nouvelle neutre, et ceux-là, ils ont reçu une bonne nouvelle. En fait, ce qu'ils regardent, c'est que font les gens quand on leur annonce une mauvaise nouvelle. Donc, ce qui compare, c'est les gens qui auraient reçu une mauvaise nouvelle s'ils avaient reçu la nouvelle, c'est le groupe de contrôle,
on sait quelle est leur anticipation et tout le monde a la même mousson puisque c'est dans la même région, aux gens qui ont effectivement reçu cette mauvaise nouvelle. Donc ceux qui ont reçu une nouvelle et qui n'est pas bonne cultivent moins. Ceux qui ont reçu une nouvelle et elle est bonne cultivent plus par rapport à ceux qui ont reçu une nouvelle et elle est neutre, qui ne changent pas leur comportement. Donc les gens répondent effectivement à cette demande. Ils ont plus de chances de changer de culture. Ceux qui ont reçu une mauvaise nouvelle changent de culture. Peut-être qu'au lieu de faire du riz, ils font du millet, par exemple. Ceux qui ont reçu une bonne nouvelle ont moins de chances de changer de culture. Ceux qui ont reçu une bonne nouvelle dépensent plus, parce qu'ils savent que les choses vont bien se passer, donc ils dépensent plus, ils dépensent plus pour leur récolte, ils investissent plus, etc. Et même si et donc du coup, comme ils ont moins mis de land en culture, ils ont des profits plus faibles, mais ils vont plus travailler à l'extérieur. Ils vont plus travailler dans le monde non agricole parce qu'ils savent que les cultures ne seront pas bonnes. Donc on leur donne l'information, ils arrivent à substituer l'agriculture qui ne se passera pas très bien à un système non agricole. Et du coup, finalement, ils ne consomment pas moins quand ils reçoivent une mauvaise nouvelle. Ceux qui reçoivent une mauvaise nouvelle ne consomment pas moins que ceux qui ont reçu une bonne nouvelle. Mais finalement, pour la meilleure anticipation pour éviter que les personnes extrêmement pauvres ne subissent pas de risques, c'est qu'il n'y ait pas de personnes extrêmement pauvres. Donc, éradiquer la pauvreté extrême peuvent être comprises comme un système de protection contre le risque. Et on en avait parlé pendant la protection sociale, on sait comment le faire grâce au programme de BRAC, justement, le programme ultra pauvres, où les personnes extrêmement pauvres reçoivent un asset. Ce programme a été étudié dans de nombreux pays, je vous en ai montré, mais il y a une étude récente qui montre que les personnes qui reçoivent ce programme, non seulement consomment plus en moyenne, mais sont moins affectées par les chocs. C'est une étude qui est faite au Bangladesh, donc des chocs, il y en a beaucoup, sont moins affectés par ces chocs. Donc ces programmes qui limitent l'occurrence de la pauvreté extrême limitent aussi la vulnérabilité vis-à-vis des chocs. Ce qui rend encore plus important de faire ce qui est possible, tout à fait à notre portée, qui était prévu pour 2030, qu'il n'y ait plus personne qui vive dans la pauvreté extrême. Et c'est encore plus important dans un monde qui est en train de changer et de devenir plus vulnérable. Alors, dans tout ça, quel rôle pour la communauté internationale ? Le problème des pays, c'est que, donc, on a dit que le gouvernement est bien placé pour être l'assureur de dernier ressort. Très bien, c'est ce qu'il fait. Mais le gouvernement ne peut faire ça qu'avec les moyens qu'il a. Donc en France, quand on a eu le choc du Covid, quoi qu'il en coûte, on peut emprunter, et on a emprunté des trillions de dollars aux États-Unis et d'euros en Europe pour pouvoir soutenir les ménages pendant la crise du Covid avec grand succès. Il n'y a pas eu d'augmentation de la pauvreté dans la crise du Covid, ni en Europe ni aux États-Unis, grâce à ces transferts. Mais dans les pays pauvres qui n'ont pas d'accès à emprunter, ils peuvent dire quoi qu'il en coûte, mais ils ne peuvent pas le mettre en œuvre. Du coup, on voit ici sur cette carte la différence entre les pays riches qui ont dépensé jusqu'à 27% de leur PIB en moyenne en mesure de soutien fiscal à leur population, et les pays pauvres qui ont dépensé moins de 2%. Les pays les plus pauvres du monde ont dépensé moins de 2% en mesure de soutien fiscal au Covid, que vous pouvez penser que c'est un choc extrême, c'est un exemple de choc, c'est un choc qui affecte tout le monde, c'est très agrégé. C'est tellement très agrégé que les gouvernements des pays pauvres ne sont pas capables d'y faire face. Donc ils n'ont pas pu dépenser l'argent que nos gouvernements ont dépensé pour nous assurer. Et la réactivité internationale face au Covid a été très très lente et très insuffisante. Il n'y a pas du tout eu de plan Marshall. On peut prendre le Togo comme exemple. Le Togo a inventé son système formidable pour venir en aide à ses populations. Et ensuite, ils n'avaient pas d'argent pour mettre dedans. Donc ils sont allés voir l'AFD pour avoir qu'on leur donne des sous pour le faire. Ça leur a pris des mois. Et finalement, l'AFD leur a donné 5 millions d'euros. Bon, ce qui est beaucoup mieux que rien, mais quand même beaucoup en deçà de ce dont ils avaient besoin.
Les institutions de Bretton Woods ont eu beaucoup de mal à suivre. Il y a eu des efforts très longs pour essayer de changer les allocations des droits de tirage spéciaux, parce qu'en cas de crise, les pays ont le droit en gros, d'emprunter au FMI sous la forme de droits de tirage spéciaux, mais cette capacité d'emprunter est une fonction directe du PIB. Donc, d'ailleurs, sous l'influence de la France, il y a eu beaucoup d'efforts pour faire que dire non, 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 ça ne doit pas être directement au PIB, parce que c'est les pays pauvres qui ont le plus besoin d'obtenir des DTS. Donc, pour avoir des transferts de ces droits de tirage spéciaux des pays pauvres aux pays riches, mais ça a été très lent, un peu compliqué, et le système n'est pas encore très fonctionnel. Aujourd'hui, il y a des propositions de rendre, par exemple, les remboursements des prêts conditionnels à des changements climatiques. Il y a un pilote de la France avec le Bangladesh dans ce sens. Mais tout ça est très, finalement, parcellaire, très, très morcelé, pas du tout suffisant. Donc, il faudrait être beaucoup plus prêt à agir. La COP 15 avait, pour la question simple du climat, avait prévu de mobiliser 100 milliards par an d'ici 2020 pour les pays en développement, qui n'ont jamais été mobilisés. Et la COP 27, puis adoptée à la COP 28, a vu la création d'un fonds pertes et dommages. Donc on voit bien l'idée pertes et dommages, c'est l'idée de récompenser les gens pour les chocs, mais pour l'instant il n'y a pas de financement spécifique prévu et il y a très peu d'argent dedans. Le fonds est abrité par la Banque mondiale. La question, c'est comment utiliser. Une des questions sur ce fonds, c'est comment utiliser ces fonds. On avait déjà parlé l'année dernière de comment les lever. Maintenant, une des grosses questions, c'est comment ils seront utilisés. Alors, les pays pauvres les voulaient pour eux-mêmes, naturellement. C'est pertes et dommages pour les pays pauvres. Donc, c'est aussi quelque chose, par exemple, qu'a proposé Thomas Piketty. Mais finalement, le fonds est abrité par la Banque mondiale, donc il est en fait abrité, géré par les pays riches. Une solution possible, une proposition possible qui vient un peu au milieu de ces deux propositions, gérons-le comme d'habitude et versus donnons-le directement aux pays pauvres, c'est justement de l'utiliser pour servir à abonder un mécanisme d'assurance pour les pays pauvres, où une partie des fonds pourrait être utilisée pour créer cette infrastructure où tous les pays sont capables d'agir très vite, que chaque personne est connectée avec son téléphone à une source de fonds qui peut être déclenchée de manière paramétrique dès qu'il y a une catastrophe, qui peut être locale, régionale ou nationale, ou même internationale. Et une autre partie des fonds pourrait être utilisée pour déclencher des paiements directement en cas de catastrophe, qu'elle soit environnementale, sanitaire, tremblement de terre, etc. Très rapidement, si c'est en place et qu'il y a effectivement de l'argent dans la caisse qui pourrait être dans le système, dans le fonds pertes et dommages, très rapidement et idéalement même de manière anticipée, comme ça a été essayé dans le cas du Bangladesh. Et donc toute la recherche que je vous ai montrée aujourd'hui montre que c'est possible, que ça peut être mis en place rapidement en cas de crise. Donc si on a le temps avant les crises, on peut le prévoir encore mieux. Et ça pourra faire une différence extrêmement importante pour éviter que les risques ne fassent basculer les pauvres dans des trappes de pauvreté, ou même que pour les rassurer qu'il n'y aura pas de situation comme ça, pas de situation où ils seront renvoyés dans une trappe de pauvreté, et donc leur donner l'espoir et la capacité, disons, de respirer suffisante pour pouvoir investir dans leurs propres projets, leurs enfants et leurs différents types de travaux. Donc, je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc, on a vu que les pauvres étaient soumis à des risques immenses, mais il n'y a pas de fatalité parce que ces risques, s'ils existent, on peut quand même être protégé contre eux. C'est possible et c'est l'affaire de tous. Merci.